Je voulais commencer une première question par, moi j'ai ma fille de 11 ans qui est là, donc qui est Billy, qui me demande souvent changement climatique, qu'est-ce que c'est quoi les causes, les conséquences, etc. Comment expliquer le changement climatique à Billy et de manière plus générale à une enfant ou à un enfant? Alors, la chose importante à comprendre, c'est que le climat de la Terre, c'est piloté par la quantité d'énergie qui arrive du Soleil et la quantité d'énergie qui repart, soit le rayonnement du Soleil qui rebondit, soit le rayonnement qui vient de la chaleur près de la surface qui part vers l'espace. Et donc, dans le passé, chaque fois qu'il y a eu des perturbations naturelles de ce bilan d'énergie, le climat a varié. Donc, il y a eu des périodes très chaudes, anciennes, à l'époque des dinosaures, il y a eu des périodes très froides, à l'époque des mammouths. Donc, il y a eu toute une histoire, en fait, lente, géologique du climat. Et depuis à peu près 150 ans, dans l'histoire, il y a un intrus, c'est nous. Et donc, nos activités, en fait, pour produire de l'énergie notamment, on va chercher les énergies fossiles, du charbon, du pétrole, du gaz. En les brûlant, on rajoute des gaz dans l'atmosphère. On les appelle des gaz à effet de serre. Un peu comme l'image d'une serre, hein. On fait pousser les légumes qui piègent un peu la chaleur du soleil. C'est pas exactement pareil dans l'atmosphère, mais c'est une image. Et donc, quand on rajoute ces gaz dans l'atmosphère, ils piègent de la chaleur qui part plus vers l'espace. Et cette chaleur s'accumule et change. Donc, les changements climatiques, il y a une variabilité naturelle du climat qui est là, parce qu'il y a la variabilité de la circulation de l'atmosphère, de l'océan, parce qu'il y a de temps en temps une éruption volcanique qui va jouer, de temps en temps le soleil a une activité qui fluctue, ça joue. Donc il y a une variabilité qui est naturelle, et en plus, il y a cette influence humaine sur le climat qui est devenue dominante. Donc ce qu'on observe partout, c'est des changements, c'est-à-dire qu'en fait, ta mère n'a pas vécu avec le même climat que celui avec lequel tu vis aujourd'hui. Il fait qu'à son époque, à l'époque de tes parents, des très bien parents, etc. Ensuite, quand le climat se réchauffe, on a aussi plus de vagues de chaleur et un peu moins de vagues de froid. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, que tu as vu. L'année dernière, tu as fait très chaud en juin, très chaud en septembre. Les écoles, elles sont pas exactement adaptées. Donc du coup, c'est pas agréable. Il y a des régions du monde où il fait tellement chaud que parfois, les gens peuvent carrément pas faire une activité dehors. Parce que le corps humain, il a aussi des limites, en fait, de tolérance. Et donc, on n'est pas touché de la même manière dans les différentes régions. Quand le climat se réchauffe, on a aussi l'air qui peut contenir plus de vapeur d'eau. Et donc, du coup, la même tempête, elle peut donner des pluies plus intenses que dans le passé. Et donc, on observe dans le sud de la France, comme dans d'autres régions du monde, une augmentation des pluies extrêmes. Et donc, ça va ruisseler. Et si en plus, on a construit des villes, ça ruisselle encore plus. Et donc, ça provoque des inondations qu'on n'avait pas l'habitude de connaître dans le passé. Alors, il y a des choses visibles dans un climat qui se réchauffe. Donc, il y a le recul des glaciers, qui est visible, le recul de la banquise arctique, des déplacements d'espèces aussi, puisque les zones climatiques se déplacent, et les plantes et les animaux, certains d'entre eux suivent, et d'autres ont plus de mal à suivre. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est problématique pour un certain nombre d'espèces vivantes. Des vagues de chaleur pour nous qui peuvent être vraiment embêtantes. Et en mer, quand on a des vagues de chaleur, ça peut faire comme une sorte d'incendie sous-marin pour certaines espèces fragiles. Donc les coraux, par exemple, mais aussi en Méditerranée, les gorgones, qui sont des sortes de coraux, et voilà, qui résistent pas quand on a des vagues de chaleur trop intenses, trop fréquentes. On a aussi, en fait, quand l'air est plus chaud, ça vide les sols plus rapidement de leur humidité. Et donc, ça augmente l'intensité des sécheresses qu'on appelle agricoles, qui touchent à l'humidité des sols, donc on observe en France comme ailleurs. Et du coup, ça pose la question de comment on va pouvoir faire résiliente, puisqu'aujourd'hui, on a des arbres qui n'arrivent pas à faire face à ça, des forêts qui dépérissent. Donc, ça pose la question des écosystèmes autour de nous, comment on peut les protéger, comment on peut accompagner leur adaptation. Et, et puis, une autre manifestation de ce climat qui accumule de la chaleur, donc c'est l'océan qui se réchauffe et qui gonfle, comme un peu le liquide dans un thermomètre. Comme les glaciers fondent, le Groenland fond, certains secteurs de l'Antarctique s'écoulent plus vite aussi, dans un milieu plus chaud. Ça rajoute du volume d'eau à l'océan, et donc le niveau des mers monte. C'est aussi une des manifestations d'un climat qui change. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, de plus en plus, on arrive à caractériser, comprendre ces changements, la part due à l'influence humaine, à anticiper leurs évolutions à venir. Et donc, ce qui est important, c'est que ces connaissances-là, on ne les laisse pas dans un coin, qu'on les ignore, mais qu'on en tienne compte pour se préparer. Et on peut agir sur tous les aspects. Donc, pour ça, le changement climatique, c'est aussi un enjeu de transformation. La première transformation, c'est prendre la mesure qu'on est capable de perturber le climat à l'échelle planétaire.
C'est une première transformation, en fait, de prendre la mesure de ça. Ensuite, la deuxième transformation, c'est puisqu'on comprend ce qui le cause, bah, tant mieux. En fait, on peut agir sur ce qui le cause et le réduire. Donc, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et les périmètres ne sont pas les mêmes selon les régions du monde. On n'a pas les mêmes responsabilités. Plus les pays se sont développés tôt, plus ils ont émis des gaz à effet de serre, plus ils ont une responsabilité historique importante. Les grands pays émergents, ils ont un poids de plus en plus important aujourd'hui. Mais on a la moitié de la population mondiale qui émet même pas 15% des gaz à effet de serre dans le monde, et souvent dans des contextes qui sont hautement vulnérables. Et donc il y a aussi, avec la question climat, des questions profondes d'équité, de justice, en fait, entre ceux qui contribuent le plus au problème, qui sont plus riches, moins vulnérables, qui ont une plus grande capacité à agir, qui sont les plus vulnérables et qui demandent de l'aide pour pouvoir anticiper, pour pouvoir récupérer quand ils sont touchés par des événements graves, et également aussi partout un enjeu d'anticiper et de renforcer notre capacité à avoir des sociétés, des écosystèmes qui fonctionnent, même si on a des événements extrêmes qui s'intensifient. Donc le terme qu'on utilise, nous, c'est l'adaptation ou la résilience, faire en sorte qu'on puisse fonctionner dans un climat qui se réchauffe le mieux possible. Et donc, c'est transformations qui sont majeures, en fait. Alors oui, tu vas avoir un questionnaire à la fin, attention. Justement, vous parliez d'adaptation, et pour parler à cette génération, une fois qu'ils ont compris le problème, comment on les sensibilise mieux et comment on les fait passer à l'action à leur échelle d'enfants? Alors d'abord, c'est pas les enfants qui sont responsables du truc. Bien sûr que non. Donc c'est pas à toi de porter la responsabilité de quoi que ce soit. Retourne-toi vers tes parents. C'est eux qui ont le porte-monnaie, c'est eux qui décident. Et ensuite, les parents ils peuvent aussi se retourner vers les gens à qui ils confient la décision publique, qui sont les élus. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire c'est pas simplement quelque chose qui relève de l'échelle individuelle, mais vraiment quelque chose qui relève de l'échelle collective, de choix de société qu'on peut porter ensemble. Par contre, c'est pas vous qui choisissez votre mix énergétique. C'est vraiment des politiques publiques à l'échelle nationale. C'est pas vous qui choisissez comment on répartit la fiscalité entre ce qui pollue le plus et puis ce qui apporte des solutions. C'est des choix au niveau national. Et ça, c'est un point qui est important. Et c'est un point qu'on a souligné parce qu'aujourd'hui, on s'adresse au grand public, tout en sachant qu'on a fait un préambule en disant on est au courant que c'est pas le grand public qui va avoir l'impact le plus fort sur ce qui se passe avec le changement climatique. Il faut que ça soit réparti entre les États et les entreprises. On a fait une étude représentative de la population française. Ça aussi, c'est que plus de la moitié de la population est une fourmi. Donc, c'est-à-dire que c'est le minimum citoyen. C'est-à-dire qu'il n'engagera pas d'action concrète si ça touche à son quotidien professionnel et personnel. Comment on parle à cette fourmi et comment on le fait passer à l'action? Donc, en fait, sur ce point-là, pour moi, la première chose, c'est être capable de se rendre compte de son empreinte sur le climat. Moi, j'aime bien les chiffres, je ne peux pas changer, je suis scientifique de départ, mais on n'est pas dans le flou, c'est-à-dire on peut aussi mesurer la manière dont, en fonction du pays où on vit, de la façon dont on vit au quotidien, notre empreinte carbone est plus ou moins importante. Donc, par exemple, hier, j'étais en Finlande, l'empreinte carbone moyenne en Finlande, de ce qui est fait sur place et de ce qui est importé et exporté, c'est 14 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. La moyenne planétaire, c'est pas loin de 7 aujourd'hui. En France, on est autour de 10. Donc, arriver à avoir ces ordres de grandeur-là, c'est déjà important pour se repérer. Et est-ce que vous pouvez rappeler ce que recommandent les experts scientifiques sur la tonne par an par habitant? Il n'y a pas de recommandation. Okay. D'abord, le GIEC ne fait pas de recommandation. La seule chose qu'on peut dire, c'est que y a deux conditions clés pour arriver à stabiliser le réchauffement. La première, c'est que le cumul de nos émissions passées, présentes et futures de CO2 arrête d'augmenter. Donc, pour qu'il arrête d'augmenter, il faut que les émissions mondiales de CO2, dans quelques décennies, le plus tôt possible, soient à zéro net. Zéro net, ça veut dire si on a des émissions de CO2 qui arrivent de certains secteurs durs à décarboner, on soit capable, en fait, d'avoir des actions qui vont conduire à éliminer du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable. Voilà. Et la deuxième chose, c'est stabiliser l'effet net des autres choses qui agissent sur le climat. Donc, par exemple, l'effet refroidissant des particules de pollution, l'effet réchauffant du méthane, des autres gaz à effet de serre, mais qui ont une durée de vie plus courte, faire en sorte que ça diminue un peu. Mais là, c'est pas zéro. Okay. Et donc, il n'y a pas explicitement de recommandations pour dire ce que vous devez émettre. Pourquoi? Parce que c'est des questions éthiques. Si on tenait compte de la responsabilité
Quand on vit dans un pays qui s'est développé plus tôt, qui a une empreinte historique plus forte, on devrait réduire plus vite, simplement pour en tenir compte. Quand on est dans un pays en développement, pour vivre décemment, peut-être qu'il faut que l'empreinte augmente pour pouvoir assurer un minimum de niveau de vie décent et éliminer l'extrême pauvreté, par exemple. Donc du coup, il n'y a pas de recommandation univoque parce que c'est des questions profondément éthiques. Donc après, différents pays ont fait des choix de s'engager à atteindre, à l'échelle de ce pays, des émissions de gaz à effet de serre, donc notamment en CO2 ou en CO2 équivalent à zéro net à différents horizons temporels. Donc la Finlande où j'étais hier s'est engagée à le faire en 2035. Là, en ce moment, ils ont un problème avec leur puits de carbone forestier parce qu'ils exploitent trop les forêts. Donc ils ont perdu la capacité des forêts à stocker du carbone, ça veut dire qu'il faut qu'ils réduisent plus dans d'autres secteurs. Okay. Ensuite, nous, on a fait l'engagement en France, c'est autour de 2050. Tout gaz à effet de serre, ce qui tient compte d'une partie de la responsabilité historique. Et puis la Chine, on a parlé à horizon 2060, l'Inde à horizon 2070. Vous voyez le gradient. Et après, donc, on a aussi des énormes inégalités d'émissions entre les différentes personnes. Alors, le premier facteur qui conditionne ça, c'est les revenus dans un pays donné. Donc on a des besoins de base, puis après on a du loisir et du superflu qui augmentent avec les revenus. Et donc souvent avec ça, il y a par exemple la taille des maisons, il y a la quantité de biens de consommation courante, et puis les déplacements, notamment les déplacements en avion, qui augmentent énormément pour les loisirs avec les revenus. Et puis on a des gens qui ont aussi en fait une énorme contrainte, notamment parce que notre territoire, on l'a aménagé essentiellement par la voiture, donc qui vivent en zone rurale ou périurbaine, qui dépendent de la voiture pour pouvoir vivre au quotidien, qui n'ont pas forcément les moyens de transformer cela, ont une empreinte carbone qui est parfois un peu plus élevée que dans d'autres contextes. Voilà. Et donc, ça pose la question dans un pays, entre pays, comment on fait en sorte d'agir à hauteur peut-être de ses responsabilités, de ses capacités. Et plus on est aujourd'hui, plus c'est facile de rêver, en fait. Plus c'est facile parce qu'on a d'abord un potentiel économique plus important. Donc, comment on convainc ceux qui aujourd'hui émettent le plus de gaz à effet de serre de les réduire le plus? Et pourquoi c'est important? Parce que les gens sont extrêmement sensibles à l'équité. Donc, si on a l'impression qu'on attend d'eux un effort et puis que ceux qui sont les plus aisés ne le font pas, ça coince. C'est net. On le voit vraiment de manière très claire. La deuxième chose, c'est parce qu'en fait, on a aussi un véhicule, une image de la réussite sociale, à travers des personnes qui ont une influence sur vous, qui vous inspirent, qui vous fait rêver. Ça peut être des sportifs, ça peut être des artistes. Quel est leur mode de vie? Qu'est-ce qu'ils véhiculent en permanence? C'est parfois une image d'un style de vie qui est associé aussi à une empreinte carbone très forte. Et donc, du coup, on est devant des espèces de contradictions entre cet imaginaire-là et puis ce qu'on attend de vous par rapport à votre bonne conscience. On peut faire aussi pour que ceux qui inspirent montrent eux-mêmes des changements pratiques, vivre bien mais autrement, qui puissent être inspirants. Et ça, c'est le dernier volet, c'est ce que les études en fait évaluent dans les rapports du GIEC. Le comportement humain montre, c'est qu'on est profondément sociaux. Et que donc, ce qui compte le plus, c'est pas les éléments factuels, comme j'essaie d'expliquer tout à l'heure. C'est pas l'empreinte, c'est pas ça qui compte le plus. C'est pas la morale. Ce qui compte le plus pour les gens, c'est l'image qu'ont de les gens qui comptent pour eux. Donc, dans un groupe, si on engage des transformations, la norme, et à un moment donné, on n'a pas envie d'être décalé. Donc, même sans avoir soi-même une motivation particulière, on fait évoluer les pratiques. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça pose la question de comment vivre bien en réduisant l'empreinte environnementale, en faisant que ce soit satisfaisant. Et ça demande de s'appuyer au maximum sur les autres bénéfices qu'on peut en tirer. Je vais prendre un exemple. Paris, engorgement de voitures, transport en commun, développement de pistes cyclables, c'est pas un individu qui l'a pensé. C'est un aménagement collectif qui rend possible de se déplacer à peu près en sécurité à vélo, parce que c'est quand même des Parisiens qui se déplacent. Mais du coup, c'est accessible. Il y a un tas de gens qui se déplacent à vélo, ils ne le font pas du tout pour réduire leur empreinte carbone. Point A au point B, c'est le plus rapide, c'est plus léger, ils sont moins tributaires parfois d'être entassés que les autres. Et puis en plus, pour la santé, c'est pas mal. Pour le bien-être, pour l'équilibre personnel, c'est pas mal. Donc là, c'est parfois en fait le reste qui compte plus que l'empreinte carbone de cette action-là. Et donc pareil, l'alimentation, c'est un deuxième exemple. Donc il y a pas mal de travaux sur la nutrition, la santé, qui montrent ce que serait en fait une alimentation saine et qui permet de vivre longtemps en bonne santé. Ça peut motiver en fait, en plus du goût et du plaisir de manger. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que
là, qui est très diversifiée, mais qui a beaucoup de fruits, de légumes, de céréales complètes, de légumineuses, un peu de viande pour ceux qui veulent en manger, mais beaucoup moins que la moyenne consommée ici, et de viande et produits laitiers en particulier. Et ce qu'on voit en fait, c'est que cette alimentation saine, c'est celle qui a l'empreinte environnementale la plus limitée en fait, et pas que pour le climat, pour l'utilisation des terres, pour nourrir notamment les animaux. Donc là, en fait, on voit qu'il y a des choses qui s'alignent, mais c'est pas pour l'instant quelque chose qui est pris à bras-le-corps sur des politiques publiques, sur, je sais pas comment dire, une espèce d'émulation à ce que notre culture gastronomique prenne à bras-le-corps ça comme un défi, comme quelque chose qui entraîne de la créativité, qui soit motivant, où on se passe les super recettes de trucs bons pour la santé et à faible empreinte environnementale. Et je prends ces deux exemples-là pour illustrer que c'est pas simplement des choix individuels, mais c'est aussi en fait une manière de penser les choses autrement, de le rendre accessible, de l'encourager et de jouer sur la créativité, ce qui nous motive en fait au quotidien, hein, pas simplement l'empreinte carbone. Et justement, quand on parle à l'échelle individuelle, dans un récent article sur Libération, vous avez parlé, en tout cas, vous avez exhorté le grand public et les pouvoirs publics à avoir une réponse plus rapide et adaptée. Qu'est-ce que ça donne, cette réponse plus rapide et adaptée à l'échelle de l'individu? Et je pose la question parce que hier, je parlais avec Sébastien et il me disait que l'individu ne se rend pas compte, mais il a un pouvoir dans ses mains qui est la carte bleue, qu'il utilise très régulièrement. Est-ce que c'est à l'échelle du consommateur qu'on peut apporter justement cette réponse plus vite et plus rapide et plus adaptée? Il y a une partie à l'échelle des consommateurs, il y a une partie à l'échelle des entreprises par rapport aux produits, aux services qui sont proposés. Et en étant très crédible sur la démarche, ça peut aussi faire la différence. Il y a des enjeux considérables à l'échelle des banques et de leur choix d'investissement. Et les questions qui sont posées par les épargnants à leurs banques sont aussi importantes. Et puis après, il y a aussi les cadres internationaux sur une finance responsable qui peuvent aussi conditionner là où s'orientent les flux financiers, sachant qu'au niveau mondial, il manque un facteur 3 à 6 de flux financiers qui aillent pour le déploiement des leviers d'action qui pourraient permettre de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas simplement l'échelle individuelle, je le nuance parce que c'est important, mais c'est aussi présent à l'échelle individuelle. Et donc, quand je disais les normes sociales évoluent, il y a des choses à un moment donné qui deviennent obsolètes. Comment on fait pour que ça devienne plus vite obsolète? Je vais donner un exemple. En France, les émissions de gaz à effet de serre, c'est 30% les transports. C'est le premier facteur puisque notre électricité, pour des raisons historiques, est décarbonée. Et c'est important de la garder décarbonée. Donc, sur les transports, on voit qu'on peine à le faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et comme sur le pouvoir d'achat des gens, le prix des carburants compte beaucoup, on voit qu'en situation de crise comme l'année dernière, le gouvernement met des subventions sur les énergies fossiles simplement pour pas avoir une situation socialement explosive. On voit que là, c'est vraiment... La tendance lourde, c'est compliqué parce que même les gains d'efficacité sur les moteurs de voitures thermiques ont été effacés par l'augmentation de la taille et de la masse des véhicules. Et il y a une espèce de marketing énorme qui a été fait pour façonner l'opinion publique, pour donner envie d'acheter des tanks que les gens ne doivent même pas garder devant chez eux ou se déplacer dans les petites villes, en fait, tellement c'est gros. Mais il y a tout cet imaginaire d'une forme de sécurité donnée par des véhicules très lourds qui conduit encore maintenant, par une espèce d'effet boule de neige, à toujours acheter des véhicules plus lourds. Comment on arrive à faire en sorte que ce soit obsolète? Comment on arrive à faire convaincre les gens que acheter des véhicules plus légers, aussi sûrs pour leur déplacement, ça peut permettre d'alléger leurs dépenses de transport, d'améliorer leur manière de vivre. Comment faire en sorte que ce soit désirable, en fait, pas simple, parce qu'il y a des investissements massifs. Je sais que le budget publicité pour les SUV en France, il est plus important que l'ensemble de la valeur économique de toute la filière VO, pour donner un ordre de grandeur. Donc c'est aussi déconstruire des choses qui ont été façonnées. Marketing, comment on peut le retourner un peu comme au judo? Vous voyez, vous prenez la force de l'adversaire, vous le retournez contre lui. Et ça, pour ça, je pense qu'il y a des clés qui sont aussi l'humour, la dérision, vous voyez ce que je veux dire, qui peuvent être très puissants pour arriver à faire changer les imaginaires par rapport à des tendances lourdes qui ne sont pas des choix individuels. Personne ne se réveille le matin en disant « demain, j'achète un tank ». C'est vraiment des choses qui ont été construites collectivement, avec des idées de la minimisation entre voisins, dans les familles, etc. Elle vous donne plein de pistes, j'espère que vous notez, parce que franchement, il y a plein d'idées qui sortent. Donc nous, on a un groupe numérique, et on s'est posé la question, bon, évidemment, on connaît le rôle du numérique maintenant dans le champ. On s'est posé la question de, aujourd'hui, comment le numérique peut aider
à transmettre les connaissances. Parce que vous avez parlé de pédagogie, que j'entends dans votre discours, c'est important que les gens soient sensibilisés, c'est la base. Maintenant, comment on peut utiliser le numérique pour partager massivement ces connaissances avec, évidemment, le biais des fausses informations. Alors, je ne vais pas tout aborder, mais il y a un angle que je voulais aborder, c'est le changement climatique. J'essaie d'expliquer brièvement ce que c'était, mais ça reste abstrait. C'est pas forcément à l'échelle de là où on vit. Comment on fait pour donner à un endroit donné, par exemple l'endroit où on tient, que ce soit le lieu où on vit, où on a des racines, par exemple, comment on fait pour rendre accessible la compréhension de ce qui a changé à cet endroit-là et de ce qui peut continuer à changer, parce que ils sont une gaz à effet de serre, mais il y a aussi des tas de leviers d'action qu'on a pour anticiper, faire en sorte que, par exemple, là où on dort, là où on vit, ce soit plus agréable, même si on a des vagues de chaleur, et puis mieux isoler l'hiver aussi, c'est pas mal. Faire en sorte que, par exemple, les lieux où vont les enfants soient aussi agréables, même s'il y a des vagues de chaleur, par exemple. Comment faire en sorte de ne pas être dans le déni pour le littoral, où tous les gens, comme mes parents, qui ont une maison en ras de la mer, n'aiment pas du tout entendre parler de la montée du niveau de la mer, parce que c'est très anxiogène. Donc, comment on peut créer les conditions, en fait, d'une curiosité, d'une ouverture, d'une envie d'en savoir plus. Et ça, je pense que le numérique peut être intéressant sur la géolocalisation, permettre de croiser, en fait, un lieu où on est avec une information sur l'histoire récente du pendant, les évolutions à venir, telles qu'on peut les comprendre aujourd'hui. Donc, un peu le voyage dans le temps. Et ensuite, qu'est-ce que ça implique et quels sont les leviers d'action? Donc, je vais donner un exemple précis. On a 10 millions de maisons en France qui sont construites sur des sols argileux. Et lorsqu'on a des sécheresses et des périodes plus humides, les sols bougent et les maisons craquent. Donc, jusqu'à présent, c'est parfois, mais plus toujours, pris en charge en cas de grosse sécheresse par des mécanismes de solidarité nationale. Vous savez, le régime catastrophe naturelle. Donc là, on a un retour d'expérience. On peut savoir dans quelle commune, combien il y a eu de types de ce classement. Ça donne une idée, en fait, de l'exposition à ces aléas, par exemple. C'est utile. Ensuite, les coûts de réparation sont assez élevés. On va mettre des résines sous les dalles, on va mettre des micropieux. Donc, c'est vraiment assez cher. Et au Royaume-Uni, ils ont essayé de développer une approche où les gens sont acteurs, pas simplement réparer après coup, mais agir par anticipation. Donc, il y a des choses qu'on peut faire par rapport au positionnement des arbres autour des maisons, en humidifiant un peu les sols autour. Donc, des choses pas très chères, en fait, qui sont accessibles, pour essayer de limiter les mouvements de sol à proximité de la maison, et faire en sorte, même s'il y a une sécheresse qui arrive, d'éviter des dommages. C'est pas toujours parfait, mais voilà, être en situation d'acteur. Voilà, donc il y a des choses comme ça, je pense, qui pourraient être faites. Donc l'information sur le climat, puis quand un événement se produit, qu'on peut l'anticiper, un événement météo, comme les sécheresses actuelles, quelle information on peut donner sur, voilà, vous pouvez apporter réagir, en fait, limiter les risques en faisant telle et telle action. C'est des exemples parmi. Donc il y a le temps long, puis après, avec des formes de système d'alerte, comment est-ce qu'on peut donner une information pour que les gens ne soient pas simplement des récepteurs, mais acteurs? Je vous ai interviewé en 2016, je ne vais pas vous en souvenir, mais en tout cas, c'était pour au rapport du GIEC, c'est vrai. Et donc, moi, ce qui m'impressionnait chez vous, c'est votre calme. C'est votre calme face à tous les discours qu'on entend, que ce soit à la radio, dans les médias, ou le dimanche en repas de famille. Et vous avez donné un discours récemment de soutien pour une association qui allait être potentiellement interdite par Gérald Darmanin. Et là, je vous ai mis en colère, donc c'est la première fois que je vous voyais en colère. Et je me suis posé la question, il y a de plus en plus de gens en colère contre l'inaction, contre l'inaction des gens, du gouvernement, etc. Et je me demandais comment on prenait cette colère-là, la révolte qui va avec, et comment la transformer en action. Alors, la chose, moi, que j'ai du mal à gérer, c'est le cynisme. C'est vraiment la chose qui me désarme. Donc, quand je suis face à des attitudes cyniques, j'ai beaucoup de mal à trouver la manière de réagir. Donc, ça, je le précise. Et ensuite, quand je suis devant une situation qui suscite un maelstrom d'émotions, mon approche, c'est de prendre le temps de réfléchir. Pourquoi est-ce que ça suscite en moi ces émotions-là? Arriver à rationaliser les choses et après en faire une force ou une détermination sur la manière dont moi, je peux apporter des éléments, mon rôle de scientifique, c'est tout, pour faire avancer en tout cas la compréhension des enjeux. Voilà, c'est la seule chose que je puisse faire. Et donc, une demi-heure de vélo le matin et le soir, ça aide à se et la deuxième chose, c'est reconnaître son rôle. Donc, je le dis souvent, c'est pas aux enfants à porter la charge mentale
de l'action pour le climat. C'est atroce de faire ça. Et je l'ai entendu de la part d'un député, quand on avait présenté le rapport dans une commission parlementaire sur l'océan et les glaces, qui avait dit « Tout va bien parce que les enfants l'apprennent à l'école. » Donc ça, en fait, c'est important de mesurer sa propre capacité à agir, sa propre responsabilité. C'est pas aux enfants de porter cette charge mentale-là, il faut les aider, il faut les accompagner. Nous, on peut agir, c'est en agissant nous-mêmes qu'on les accompagne le mieux. Et ensuite, c'est pas non plus aux scientifiques de porter cette charge mentale. C'est pas nous qui sommes responsables de l'inaction de la société, on est juste là pour produire, partager des connaissances le plus rigoureusement possible. Et ensuite, certains des scientifiques sont juste des scientifiques qui produisent des connaissances, et c'est très bien. Parce qu'on passe beaucoup de temps, comme ceux qui sont présents là, à partager, à être disponible, à être en appui. C'est un engagement, en fait, qui prend beaucoup de temps, qui déborde sur la vie personnelle. Et puis, on a d'autres qui sont militants, ça existe aussi, et qui vont promouvoir une cause ou s'engager dans telle ou telle, je sais pas, association, une partie ou autre. Voilà, les scientifiques sont à l'image de la société, donc du coup, c'est important d'arriver à exprimer de quelle perspective on se place quand on interagit. Et donc, moi, depuis 2015, quand j'ai été élue coprésidente du groupe 1 du GIEC, j'ai toujours essayé de prendre beaucoup de recul et de m'exprimer en sachant que ce que je dirais serait compris comme le GIEC dit que. Donc, j'ai toujours été très attentive à protéger cette institution qui est unique sur la rigueur des évaluations scientifiques et la structuration de l'interface avec les représentants de tous les pays. Et je pense qu'elle a vraiment une valeur très particulière, cette institution-là, en qualité de l'information scientifique. Et puis ensuite, il y a ma conscience. Et donc, quand j'ai observé et j'ai lu les publications, y compris scientifiques, qui montrent dans le monde une augmentation de la répression et de la criminalisation des mouvements en fait, de défense de l'environnement, notamment lorsqu'ils contestent de grands projets d'aménagement. Donc, c'est partout dans le monde. Ensuite, la deuxième chose, j'ai observé avec consternation une escalade de violence à Sainte-Soline, avec une démonstration de force incroyable pour un trou dans la terre, en fait, de policiers, une situation quasiment de guérilla atroce. C'est quelque chose qui ne correspond pas à la manière dont moi je me projette dans la vie en société, la capacité à dialoguer, la capacité à avoir des visions partagées et faire avancer des projets. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec le mouvement des soulèvements de la Terre. Je ne partage pas leurs valeurs, je ne partage pas ce qu'ils portent. Par contre, quand j'ai entendu la volonté de les... Je ne sais pas où c'était le terme, de les dissoudre, ça m'a posé une question. Ensuite, dans ces mouvements, par Philippe Descola et Christophe Bonneuil, pour lesquels j'ai le plus grand respect. Donc Philippe Descola qui a écrit l'ouvrage qui s'appelle Part de la nature et culture, qui a travaillé avec des peuples autochtones en Amazonie, et toute l'histoire en fait de la vie dans une forêt primaire, de la manière de l'utiliser de façon durable et toutes les pressions et menaces qui s'exercent sur ces peuples qui ont la démonstration de la soutenabilité de leur façon de vivre. Christophe Bonneuil qui a travaillé sur l'Anthropocène à l'angle de l'histoire, à l'angle des rapports de force, qui a même une collection au seuil remarquable. Ils m'ont demandé d'intervenir. Et donc là, c'était un dilemme. Pour moi, un cas de conscience. Et ce qui a pris le pas pour moi, c'était de me dire, si je ne m'exprime pas et qu'ils sont dissous, je regretterais de ne pas avoir parlé. Voilà. Ensuite, j'ai essayé de faire attention à m'exprimer comme citoyenne, d'un rapport du GIEC, et j'ai fait relire à plusieurs collègues, en qui j'ai toute confiance, ce que j'avais voulu écrire pour m'assurer que c'était, que c'était compris par d'autres de la même manière que ce que je voulais exprimer. Voilà. Et donc, ça fait partie des cas de conscience. Aujourd'hui, ceux qui sont là, donc, comme je disais, c'est des gens engagés, donc sur un week-end, etc. Il fait très beau, donc merci encore. Donc, je me pose la question, parce que là, si vous aviez une baguette magique, si vous deviez faire la solution idéale, la solution numérique idéale, d'ailleurs pas forcément numérique, mais en tout cas une solution pour faire de la pédagogie et sensibiliser le plus grand nombre en France sur le changement climatique et le passage à l'action. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez, je sais pas, un top 3 de priorités à faire? Par exemple, là, ils ont 6 thèmes. Donc, il y a le transport, il y a l'alimentation, l'habitation, la finance, les services publics, et il en manque un.
Bien consommation. Oui. Est-ce qu'il y a un thème en particulier où vous prioriseriez? Bon, alors, donc, comme scientifique dans un labo de recherche où l'empreinte carbone est de 10 tonnes par personne et par an de CO2 pour notre cadre professionnel, nous contribuons à l'empreinte carbone des services publics que vous portez tous. Hein. Donc là, il y a un côté direct au sens où si on arrive à réduire l'empreinte carbone des services publics, d'abord c'est mieux pour l'usage de l'argent public, et ensuite c'est quelque chose qui a un bénéfice pour tous, et c'est pas forcément ce qui est pris à bras le corps à grande échelle aujourd'hui, pas forcément structuré, pas forcément décliné. On voit bien qu'il y a un manque d'indicateurs, de suivi, un manque de cadre même pour les marchés publics, pour verdir les cahiers des charges des achats. Donc là, c'est quelque chose moi, qui me parle, parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin de transparence, de pression, c'est clair. Hein. Aussi montrer les meilleures pratiques, faire en sorte que ça inspire les autres, montrer que c'est faisable, parce que parfois les gens ont l'impression qu'ils sont dans le mur quand ils doivent démarrer de mettre en place des changements. Et plus largement, donc sur la question que vous posiez, je pense que la première chose, c'est faire en sorte que ces solutions numériques elles-mêmes aient une empreinte énergétique carbone la plus réduite possible, et le faire savoir. Parce que j'habite dans un village où on construit un data center gigantesque, où on ne récupère pas d'achat. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, hein, c'est est-ce que c'est possible que ce type d'outil numérique participe à créer un dialogue? Donc, j'essaie de le dire tout à l'heure. On est sur une situation comme Cleveland. Il y a ceux qui ont compris, qui ont intégré parfois dès leur plus jeune âge, qu'on perturbe le climat à l'échelle planétaire, qu'il y a une érosion de la biodiversité, qu'il faut faire autrement et le plus vite possible. Il y a ceux qui n'ont pas compris. Ensuite, on a un ensemble de discours. Donc, dans le passé, il y avait du déni sur la réalité du changement climatique, sur l'influence humaine, sur la gravité de la situation. Bon, on est un peu au-delà quand même. Hein. Ça marche moins bien dans l'opinion publique. Et donc, du coup, ces discours d'inaction, ils prennent d'autres formes et ils visent notamment à semer le doute sur chaque levier d'action possible, ce qui fait que les gens de bonne volonté, ils sont là devant des choix possibles. Mais si je fais ça, je me plante. Du coup, ça paralyse. Donc, dans ce contexte-là, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être montrer des retours d'expérience, montrer ce qui fonctionne. Et donc, tout à l'heure, je parlais de la cuisine, mais je peux donner cet exemple également sur, par exemple, les logements. Arriver à montrer des exemples de rénovation de logements. Combien ça a coûté? Qu'est-ce que ça a permis d'économiser? Quels ont été les obstacles? Comment on les a soulevés? C'est ça qui manque la plupart du temps. C'est le retour d'expérience, l'apprentissage collectif. On voit qu'on est un peu tous acteurs de transformation. On balbutie, il y a des choses qui marchent moins bien, d'autres qui marchent mieux. Comment faire en sorte de favoriser le retour d'expérience? Quand je discutais avec des agriculteurs qui ont transformé leurs pratiques, ils racontaient souvent que quand d'autres agriculteurs viennent les voir, c'est pas les pratiques qui les intéressent. C'est pas un côté technique, parce qu'ils savent qu'ils peuvent apprendre. C'est les livres de compte. Combien ça coûte au départ? Quel est le retour? Comment on arrive à avoir quelque chose qui soit économiquement viable? Comment on donne à voir ça? Voilà. Donc peut-être, et dernière chose, hein, vous êtes plutôt jeune. Et, immense merci du temps que vous passez à cogiter ensemble sur ces questions pendant un week-end. Mais comment on crée aussi un dialogue entre générations? Comment on peut donner la parole à des personnes donc d'âge, d'expériences différentes, pas de manière clivante, mais qui valorisent ce que les uns et les autres savent. Les jeunes sont plus à l'aise avec le numérique, les anciens moins. Mais parfois, certains des anciens ont connu des évolutions très marquantes du niveau de vie, avec beaucoup de bon sens. Et avec aussi des traditions, des pratiques très sobres pour certains d'entre eux, pas tout ça. Voilà. Comment on peut faire aussi en sorte de créer du lien en valorisant ce que les gens savent donner à voir plutôt que cliver? J'ai 1 milliard de questions, mais vous en avez peut-être dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Ça sera une fois dans la vie. Hein. Marie, quel micro? Des questions? Ah, merci. Merci. Marie Théo. Déjà, merci d'être là. Moi, j'ai une question justement par les pouvoirs publics, de la politique. Et moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, actuellement, quels sont les projets ou travaux menés en collaboration avec notre gouvernement et le GIEC. Donc, ça va être bien. C'est compliqué. Donc, la chose que je peux dire, c'est que moi, j'ai pas eu que le rôle de superviser l'évaluation de l'état des connaissances au climat, ça c'est les rapports du GIEC. Parce qu'en fait, une fois qu'ils sont finis, à part d'en partager les conclusions, ça s'arrête. J'ai aussi un rôle dans
Conseil pour le climat, où on est chargé en fait d'évaluer la mise en place des stratégies d'action de la France par rapport au changement climatique, notamment adaptation et atténuation. Donc là, c'est plutôt un rôle, on va dire, un peu d'autorité indépendante, mais qui s'appuie sur des éléments factuels pour aussi faire un état des lieux de ce qui avance et de ce qui n'avance pas. Et je pense que ça, c'est également utile de manière structurée. Donc, c'est pas travailler avec, c'est apporter des éléments factuels qui permettent au Parlement, qui permettent au gouvernement d'avoir un état des lieux. Après, il y a des choix. Mes choix personnels. La dernière chose que je voulais mentionner, donc qui est un point d'actualité, c'est le fait que notamment le ministre de la Transition écologique veut construire un cadre de référence pour l'adaptation en France. Donc ça, c'est un des points d'actualité, avec cette idée que aujourd'hui, les politiques publiques actuellement mises en œuvre dans le monde, s'il n'y a pas plus d'efforts, pas plus d'actions plus efficaces, elles nous conduiraient à avoir un niveau de réchauffement planétaire qui est sur les derniers 10 ans 1,15 degrés, qui passerait à 1,5 au début des années 2030, 2 degrés dans le monde autour de 2050 et pas loin de 3 degrés au niveau planétaire à horizon 2100 avec une grosse plage d'incertitude. Et donc, lui, ce qu'il suggère, c'est de le décliner en tout cas en métropole en disant qu'est-ce que ça implique. Donc ça impliquerait par exemple de dépasser 2 degrés probablement cette décennie en France et 3 degrés autour de 2050, voire 4 en fin de siècle. Et qu'est-ce que ça implique sur la température d'été? Qu'est-ce que ça implique sur les événements extrêmes? Qu'est-ce que ça implique sur les pluies intenses et le risque d'inondation? Comment l'intégrer, par exemple, dans le plan de prévention de risque? Ça, c'est des choses importantes. Parce que s'il y a un cadre plus clair, ça peut s'imposer pour faire des stress tests pour des infrastructures et faire en sorte que quand on rénove, quand on construit de l'argent public, les choses qu'on met en place fonctionnent dans un climat qui se réchauffe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, ça fait partie des choses qui sont en cours, qui sont importantes. Et pour moi, parce que c'est utiliser les connaissances scientifiques qu'on a pour agir non pas a posteriori, comme on le fait souvent, c'est-à-dire on est touché par une sécheresse, on se prépare à la prochaine, mais par anticipation. Et ça, c'est compliqué à rentrer dans le cadre même du droit. Après, donc les autres choses, hein, c'est cette année, il y a toute la révision de la stratégie française énergie et climat, avec notamment la question de comment la politique, les objectifs français s'articulent avec le Green Deal européen et l'effort plus important que l'Europe s'est engagée à faire, donc quel partage de l'effort pour la France, et ensuite la déclinaison aussi dans différents secteurs d'activité. Donc c'est un point qui est vraiment important et qui n'est pas un travail de scientifique avec le gouvernement, qui est la construction d'un cadre politique, d'une stratégie qui devrait faire l'objet d'un large consensus, et puis ensuite le suivi de sa mise en œuvre. Et donc il y a des choses qui sont parfois étonnantes sur le texte. Alors je vous donne un exemple. Moi c'est mon regard sur l'actualité. Donc la Cour des comptes a fait récemment un rapport sur l'élevage en France. Donc on émet aussi du méthane et de l'oxyde nitreux. Le méthane c'est essentiellement l'élevage, l'oxyde nitreux c'est beaucoup les engrais. Donc le secteur agricole est concerné. Jusqu'à présent, il a peu diminué ses émissions de gaz à effet de serre, il est peu concerné par les objectifs des stratégies actuelles. Donc la Cour des comptes, elle a regardé combien on subventionne les éleveurs, dont beaucoup sont dans des situations économiquement très fragiles, en faisant des 4 catégories. Ceux qui sont économiquement viables avec un fort bénéfice au service environnemental à soutenir en priorité. Ceux qui sont très fragiles avec des pratiques pas du tout durables, les aider à se reconvertir, par exemple. Parce que c'est des situations atroces. Et puis les situations intermédiaires. Et ça a donné lieu à une avec derrière ça l'idée que pour réduire de 30% les émissions de méthane, comme l'Union européenne s'est engagée à le faire, qui implique la France, il y a la taille du cheptel qui est un sujet. Et avec la question de l'évolution de la consommation de viande, parce que si on consomme toujours autant de viande bovine et qu'on l'importe d'ailleurs, ça aurait servi à rien. Il y a eu une contre-réaction extrêmement rapide du ministère de l'Agriculture sur le site de la Cour des comptes qui dit ce n'est pas parce que l'Union européenne s'est engagée à réduire de 30% les émissions de méthane à horizon 2030 que la France doit le faire directement. Voilà. Et donc là ce qu'on voit, c'est que ce sont des questions de choix politiques, des contre-réactions de différents secteurs d'activité qui vont au-delà des choix individuels, qui vont être structurantes, qui sont importantes. Et donc l'ensemble des citoyens soient informés, éclairés, puissent comprendre ce qui se joue sur ce type de contre-réaction,
sans être non plus dupe des rapports de force entre différents secteurs d'intérêt par rapport au cadre stratégique qui est normalement qui doit être développé par un gouvernement et l'Assemblée nationale. Vous vous sentez écouté par les États. Alors, dans ce contexte-là, donc toujours sur l'histoire de l'information aux citoyens, il y a des chouettes paramètres qui existent. Donc, notamment le CITEPA, qui est l'organisme chargé de mesurer les émissions de gaz à effet de serre en France. Il a un baromètre qui permet de suivre l'évolution des émissions. Alors, c'est pour l'année précédente. Le suivi des objectifs de la France. Et après, il y a aussi les objectifs que la France s'est fixés par la suite. Et j'ai réalisé sur les réseaux sociaux à quel point très peu de personnes connaissaient ce baromètre, qui est très utile en fait pour savoir où on en est collectivement. Et ça a été mis en avant sur la question de la crise énergétique. Problème de rupture éventuelle d'approvisionnement en électricité. Là, on avait EcoWatt, attention, faire des choses. On pourrait imaginer d'élargir des choses comme ça, côté information collective en fait, état des lieux climat. Parce que souvent, ce qui manque par rapport au message qu'on donne aux gens à l'échelle individuelle, c'est faites ce que vous avez à faire, puis les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'effet collectif. Sur les appels à la sobriété, on a vu qu'en fait, on pouvait réduire dans les industries de 15% la consommation de gaz ou d'électricité, les particuliers de l'ordre de 5%. Ça a permis d'éviter des situations de rupture, donc c'est un résultat chouette collectif. Et je pense qu'on ne mesure pas à quel point on a déjà réussi à faire des choses. Le pic des émissions de gaz à effet de serre en France par habitant, il est fait il y a plusieurs décennies en fait. Dans les années 70, quand on avait encore beaucoup de charbon, après on est sorti du charbon, ça a baissé depuis les années 90 par habitant, ça n'empêche pas de vivre bien. Et donc arriver aussi à montrer ça, c'est-à-dire ce qu'on a déjà réussi à faire, on est dans une transformation. Là, on va changer d'échelle, mais montrer qu'on est dedans, qu'il y a des choses qu'on a réussi à faire, je pense que c'est important. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que moi, je n'en ai pas. Frédéric? Bonsoir. C'est une question justement qu'on a posée pour un réveil écologique. Donc c'est une question d'abonnés. Qu'est-ce que vous pensez des limites planétaires dont on peut en parler des fois et qu'on dépasse les unes après les autres? Je suis assez réservée. Donc c'est un concept qui est intéressant, mais quand on creuse et qu'on regarde les éléments scientifiques factuels derrière, il y a plein de choses qui se discutent. Et d'ailleurs, il y a des travaux scientifiques qui les discutent. Donc il y a eu cette année la même équipe qui a refait, publié la semaine dernière, une réactualisation de ces questions qui tiennent compte un peu plus de l'équité, donc qui rentrent d'autres dimensions, et du coup c'est compliqué aussi. Il y a des indicateurs, je pense, je dirais ça permet de se poser la question de la manière dont on affecte les grands cycles, le climat à l'échelle planétaire, mais je pense qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Et donc si on prend ne serait-ce que le cas de l'ozone, donc on a entraîné une destruction partielle de la couche d'ozone antarctique avec une perception de la menace immédiate. On a agi sur les composés qui contribuent à sa destruction. On a les premiers signes de récupération. Qu'est-ce qu'on dit en termes de... Vous voyez? Donc le côté limite, c'est un côté un peu binaire. On est en dessous, on est après. Et pour le climat, nous, ce qu'on montre, c'est à quel point par exemple, incrément de réchauffement planétaire augmente l'escalade d'impact et de risque. Et purement scientifiquement, on ne peut pas dire qu'il y a un seuil de réchauffement qui évite dans toutes les régions du monde des impacts graves. Et puis, une fois qu'il est franchi, tout bascule. Et c'est pour ça que cette notion-là, elle est un peu confortable avec cette notion-là. J'ai une question sur le degré de réchauffement. On en parle beaucoup. C'est ce qui ressort à chaque fois, les fameux 1,5 degré qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, donc Billy, ma fille, m'a posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on prend 0,1 degré? C'est quoi les conséquences? Et moi, je voudrais vous poser une question très concrète. À quoi ressemble un monde avec 2 degrés de réchauffement climatique? Concrètement, à l'échelle de l'individu. Alors, ce qu'on peut dire, c'est 1,5 degré, 2 degrés, c'est des objectifs que se sont fixés les représentants de tous les pays. Donc, c'est un objectif politique. Donc, limiter le réchauffement planétaire, et ils l'ont pris sur la base d'éléments scientifiques qui montrent qu'en fonction du niveau de réchauffement planétaire, il y a des risques de changements irréversibles, donc des pertes irréversibles d'espèces, le fait de déclencher la réponse des glaciers, l'accumulation de chaleur dans l'océan profond, l'instabilité du Groenland et de l'Antarctique qui va inéluctablement entraîner à chaque fois des dizaines de centimètres de montée supplémentaire du niveau de la mer sur plusieurs siècles. Ça, c'est une limite sur l'habitabilité.
donc certains États insulaires, les zones de basse terre, les grands deltas agricoles, là, en fait, c'est pour eux un enjeu de sécurité. Comme l'Indonésie qui a déménagé ses capitales. Alors en fait, c'est parce qu'en plus, la capitale elle-même, par son propre poids et le drainage des eaux humides s'enfonce. Donc là, c'est des double peine. C'est-à-dire que ça s'enfonce et en plus, le niveau de la mer monte. Donc là, il y a vraiment cet enjeu, effectivement, de repli par anticipation. Donc il y a cette question de ce qu'on ne veut pas comme impact irréversible à long terme. L'état des écosystèmes, la biodiversité, avec plein de questions morales sur, pas simplement nous, mais les autres formes de vie qu'on doit protéger aussi. Et puis ensuite, après, donc, des enjeux de sécurité alimentaire, des enjeux de sécurité en eau. Alors, j'explique. Donc, dans un climat qui se réchauffe, on a une augmentation notamment des sécheresses agricoles dans de nombreuses régions. Et on sait que les conditions chaudes et sèches, elles ont tendance à entraîner des rendements agricoles qui baissent par une production de maïs. L'océan, quand il se réchauffe, les espèces se déplacent. En plus, l'océan se mélange moins bien, il y a moins d'oxygène qui rentre, ça s'acidifie. Et on sait que ça a déjà baissé le potentiel de prise de pêche dans l'océan tropical, avec des enjeux sur les protéines et les nutriments pour ceux qui dépendent des... Donc, des enjeux rendement, on va dire, des cultures sur Terre, rendement, on va dire, des pêcheries, avec une population qui va atteindre 9-10 milliards de personnes dans les décennies qui viennent. Donc, vraiment des enjeux majeurs sur l'insécurité alimentaire, mais qui ne dépendent pas que du niveau de réchauffement, qui dépend aussi de la manière, des choix de développement. Après, donc, il y a également des enjeux en termes sanitaires. Donc, c'est là où on peut donner quelques ordres de grandeur. Donc, chaque demi-degré de plus, ça va augmenter les records de température et ça va augmenter la fréquence des vagues de chaleur, donc plus fréquentes. Et donc, on peut avoir quelques ordres de grandeur au niveau global ou par région. Donc, ça, je pense que c'est une des choses qui parle le plus. Et ensuite, il y a d'autres dimensions qui sont hétérogènes dans le monde, mais qui sont l'attachement des gens à un lieu. Donc, l'attachement qu'on peut avoir à des glaciers, à des plages. Les plages vont graduellement être érodées du fait de la montée du niveau de la mer. L'attachement qu'on peut avoir à des écosystèmes, donc des forêts qui dépérissent, ou qui sont plus exposées à des risques d'incendie dans un climat qui se réchauffe. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est motivant, au sens où il y a des choses qu'on veut défendre. Il y a des choses pour lesquelles on a envie d'agir parce qu'on veut les protéger, les transmettre. Et c'est pas simplement le côté économique, c'est aussi en fait le sens d'attachement à un lieu, qui, je pense, peut être une forte motivation aussi à agir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une question. Merci. Merci en tout cas pour tous vos retours. J'ai l'impression que dans vos retours, vous êtes toujours très nuancé. Vous essayez de prendre en compte toujours la complexité, etc. Et j'ai l'impression que parmi, en tout cas, par exemple, je vais mettre là, ce sera plus simple. Dans nos citoyens, même dans les étudiants, par exemple, même dans l'école, on a toujours une pensée très cartésienne, très problème-solution. Est-ce que peut-être, je pense, dans mon travail de donner l'amidose, changer notre façon de penser, c'est pas une solution? Oui, donc en fait, en tout cas dans les rapports du GIEC, quand on montre les manières d'agir dans la prochaine décennie, c'est vraiment abordé par un grand système, c'est-à-dire énergie, les leviers d'action pour décarboner la production d'électricité, électrifier les autres usages, éviter les émissions fugitives, etc. Système énergétique résilient. Donc c'est penser en fait les deux, c'est-à-dire que ça fonctionne correctement dans un climat qui s'échauffe, avec parfois moins d'eau, l'eau qui des grands restes, et quels sont les leviers d'action, on va dire, les plus efficaces, viables économiquement, maintenant, décarboner le plus vite possible. Donc on le fait sur l'énergie, on le fait sur l'alimentation, l'utilisation des terres, l'aménagement du territoire, c'est tout cet ensemble. Il y a également donc, tout le côté ville, infrastructure, bâtiment, transport, c'est un grand système où justement tout est souvent interconnecté, l'adaptation et la forme des villes et la baisse des émissions. Et puis après, il y a les styles de vie, mais aussi les mécanismes de solidarité qui sont importants dans l'organisation de notre société pour protéger les plus. C'est un point extrêmement important. Et l'autre approche en système, c'est se dire, voilà, donc je veux baisser les émissions de gaz à effet de serre, dans ce secteur-là, j'ai ce levier d'action-là, mais je vais le regarder non pas à l'angle du climat, mais à l'angle des objectifs de développement durable, donc pauvreté, alimentation, eau, égalité de genre, etc. Et en fait, quel est son profil? C'est-à-dire, est-ce que c'est gagnant-gagnant dans tous les domaines, ou est-ce que je vais gagner dans certains points, mais je risque d'avoir des effets indésirables dans d'autres? Et au fond, derrière ça, c'est la notion de transition juste sur le volet décarbonation, c'est-à-dire comment on fait pour décarboner, tout en s'assurant que la charge
soient répartis de manière équitable, en protégeant les plus fragiles, donc éviter l'effet gilet jaune, et en même temps préparer la reconversion des emplois. Parce que c'est le deuxième volet important de la transition juste, c'est pas que sur le pouvoir d'achat, c'est aussi sur les reconversions qui sont importantes à anticiper. Avec des choses lourdes, sur l'arrêt des véhicules thermiques, l'arrêt des chauffages thermiques, c'est des choses lourdes en fait au niveau des artisans, au niveau des salariés des entreprises et des sous-traitants concernés. Voilà. Donc comment on peut le préparer, comment on peut l'organiser à l'avance, identifier qui va être perdant et avoir des mécanismes compensateurs. Ça c'est extrêmement important. Et après sur l'adaptation, même chose en fait, souvent il y a un peu ce sentiment d'urgence. Donc parfois on va se lancer bien en tête, j'ai pas d'eau, je veux de l'eau, je vais stocker de l'eau, par exemple. Ce qui est une réaction assez évidente. Donc là, en fait, la question c'est, sur ce qu'on met en place maintenant, est-ce que c'est qui gagne, qui perd? Quels sont les rapports de force? Et dans un climat futur, qui gagne, qui perd? Est-ce qu'on n'aura pas des effets indésirables qu'on n'a pas anticipés par rapport à ce qu'on met en place maintenant? Ça peut être bien économiquement, ça peut être bien socialement, mais qu'est-ce que ça fait pour les écosystèmes? Parce que si on détruit les écosystèmes pour s'adapter à un climat qui change et qu'on perd les services des écosystèmes, c'est pas génial. Donc comment avoir une grille d'analyse qui évite la maladaptation? Et aujourd'hui, la loi n'existe pas là-dessus. Le cadre de loi n'existe pas. Et beaucoup des projets clivants aujourd'hui sont clivants en l'absence d'un cadre de référence pour voir comment, si un projet est viable, et si c'est une adaptation réussie, une maladaptation. Et c'est toujours ambigu. Vous êtes une station de ski de moyenne montagne, vous mettez des canons à neige, vous maintenez une activité de ski, des emplois. Et donc votre commune continue à vivre. Mais ça peut être une maladaptation si tout l'argent public est capté pour mettre des canons à neige, et puis s'il fait trop chaud, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de capacité d'investissement. Donc c'est de l'argent public perdu en fait, dans ce cas-là, au privé même. Mettre la clim dans une pièce, si vous avez quelqu'un de fragile, dont l'organisme est fatigué, ça permet à cette personne de récupérer la nuit quand il y a des conditions chaudes. Ça peut être un critère de survie en fait. Mais si on généralise la clim et que les calories, en fait, on les accumule en dehors des logements dans les espaces publics, on expose les gens qui travaillent en extérieur à des îlots de chaleur encore plus forts. Et donc là, c'est toxique. Voilà. Donc, les profils, ils sont complexes. Il n'y a jamais une réponse univoque. Mais en tout cas, avoir la grille d'analyse pour se dire, à un moment donné, je vais considérer que compte tenu des co-bénéfices ou des effets indésirables, c'est ici, à ce moment-là, la meilleure solution. Ou je ne le fais pas parce que les effets indésirables l'emportent, et je l'explique. C'est quelque chose qui est très important. Un immense merci déjà d'être présente aujourd'hui. Moi, j'ai une question un peu beaucoup plus simple. Et comme d'habitude, je ne sais pas poser une seule question, donc il va au moins y en avoir 3 dans ma phrase. La première, c'est pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir aujourd'hui? Et la deuxième, c'est quel conseil vous pourriez donner à toutes les personnes qui sont là par rapport à l'effet d'entraînement dont on parle beaucoup, l'effet de rôle modèle dont on parle beaucoup. Si ces personnes sont là aujourd'hui, c'est qu'elles sont convaincues qu'elles doivent être là. Comment elles peuvent ensuite faire la même chose que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Bon, alors d'abord, je suis venue aujourd'hui parce que j'ai été invitée par des gens adorables. Ensuite, parce que j'ai bien senti qu'il y aurait de la dynamique collective, des choses qui sont très motivantes. Pour moi, le meilleur moment des rapports du GIEC, c'est l'intelligence collective. Vraiment, on apprend des uns des autres. À la fin, on a un résultat qui est meilleur par l'intelligence collective. Et c'est une des choses qui est, je trouve, la plus formidable qui existe. Donc, voilà, ça c'est ce côté-là. Et puis le fait de croiser, d'avoir des personnes d'horizons différents et de provoquer des rencontres qui ne se feraient pas normalement, qui ne se feraient pas dans la vie personnelle ou professionnelle habituelle, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ça avec la communication des résultats des rapports du GIEC. Je l'ai présenté devant des responsables d'acteurs de la finance, d'entreprises, alors qu'on n'a pas de cadre pour construire le dialogue entre le monde académique et ces différents mondes. Pareil avec les élus, c'est une chance en fait, de pouvoir croiser les univers et approfondir sa propre réflexion en entendant les autres. Et après, comment entraîner les autres, c'est à vous de le faire, chacun a sa façon de faire, moi j'ai absolument aucune leçon à donner là-dessus. Je pense que ce qui est important, c'est de se sentir en cohérence. Quand on est en dissonance entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, qu'on a ce sentiment de nettement. Donc quand vous-même vous êtes en cohérence, ça se sent. Ensuite, la chose, je pense qu'il y a l'effet d'entraînement.
comment dire, c'est ce qui donne envie. C'est vraiment jouer là-dessus. C'est-à-dire ce qui donne envie, ce qui permet de se sentir bien, de se sentir fier de ce qu'on fait. C'est vraiment pour moi les leviers d'action les plus importants. Je pense que parmi vous, certains ont des expériences de choses qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Analyser ce qui fonctionne, c'est souvent le plus intéressant. Pourquoi ça ne marche pas? Comment on fait? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se parler, à se toucher? Qu'est-ce qui fait que dans nos visions du monde, on n'arrive pas à trouver un point commun? Je pense que creuser ça, c'est très important. Et pas faire que les choses faciles. Donc, par exemple, dans les choix que j'ai fait de me rendre disponible sur les dernières années, j'ai plutôt fait le choix d'aller parler dans des univers avec des personnes qui sont plus éloignées des rapports du GIEC et des sciences du climat, parce que je pense que c'est là où ça fait une différence. Mais c'est pas facile. Donc, voilà. Et c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez d'autres questions, Lara? Donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est créer la confiance, quelque part, en filigrane. Oui, je me demandais, quand on parle du climat, le sujet dont on parle le plus souvent, c'est le CO2. Mais aujourd'hui, on sait qu'on nuit à l'écologie par plein d'autres moyens que via nos émissions CO2, par l'artificialisation des sols, par destruction de la biodiversité. Et je me demandais aujourd'hui, dans les façons d'agir et de parler, est-ce qu'on doit tout prendre en compte au même niveau ou est-ce qu'il y a vraiment un accent particulier à mettre sur nos émissions de CO2? Alors, il y a des choses, en fait, où on a un impact des choses pour lesquelles on a un impact à l'échelle planétaire. Donc, les gaz à effet de serre bien mélangés, CO2, méthane, les autres, il y a vraiment un effet planétaire. Donc, ça pose des questions toutes particulières, d'être capable d'agir collectivement, puisque finalement, que le CO2 soit émis d'ici ou d'ailleurs, il aura le même effet sur le climat. Donc, ça pose des questions toutes particulières, en fait, de capacité à agir collectivement sur des biens communs, quelque part. Mais effectivement, il n'y a pas, sur les enjeux environnementaux, il n'y a pas que les enjeux climat, et on a beaucoup travaillé, nous, pour mettre à peu près au même plan les enjeux climat et les enjeux biodiversité, sachant qu'il y a un point commun entre les deux, c'est le système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui, qui n'est pas soutenable, on le sait, et on a encore, je crois, c'est plus de 700 millions de personnes qui souffrent de faim et de sous-nutrition, ça a eu tendance à remonter, et on a 2 milliards de personnes qui sont en surpoids ou qui souffrent d'obésité chronique, qui est aussi une forme de malnutrition. Le système alimentaire sur les modes de production, c'est le premier facteur, en fait, destruction des habitats, pollution locale, pression pour l'érosion de la biodiversité aussi. Donc là, il y a une intersection qui est importante et qui n'est pas que l'énergie et le CO2. Et le système alimentaire, dans son ensemble, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça pèse lourd. Et après, donc, comment faire en sorte... Alors, l'autre question, c'est... Donc, les deux enjeux sont croisés. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à maîtriser le changement climatique, en plus des pressions locales, des destructions d'habitats, des pollutions, on va avoir l'effet du changement climatique, la vitesse de déplacement des aires climatiques, qui va être un stress supplémentaire sur le vivant. Donc dégradation d'écosystèmes, etc. Donc si on n'arrive pas à limiter le réchauffement climatique, ça va être très compliqué de préserver la biodiversité. D'autre part, on a pas mal de solutions qu'on appelle fondées sur la nature, pour faire simple, qui ont des effets positifs pour le climat. Par exemple, si on restaure des eaux humides, on peut stocker l'eau lorsqu'il y a trop de pluie et la déstocker lentement lorsqu'il y a des sécheresses. Donc il y a en fait énormément de services. Les écosystèmes sur le littoral, ils peuvent éviter l'érosion liée à la montée du niveau de la mer pour une plage un peu limitée. Donc, ils peuvent aussi apporter à la fois des services locaux et d'adaptation à un climat qui change. Le fait d'avoir des forêts qu'on restaure, qui stockent du carbone dans les arbres et dans les sols, c'est aussi un volet important pour permettre d'avoir une augmentation du stockage de carbone pour éventuellement contrebalancer des émissions résiduelles. Et donc, dans la manière de regarder les solutions pour le changement climatique, moi, je les mets en 3 grandes parties sur les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un volet qui est innovation technologique. Il y a un volet qui prend en place des trucs très émetteurs par d'autres solutions qui ne le font pas, avec des profils qui peuvent être très différents. Ensuite, il y a un volet maîtrise de la demande, sobriété, efficacité. Et après, il y a un volet s'appuyer sur les écosystèmes, solutions fondées sur la nature. Comme ça permet de rendre explicite l'interaction entre les deux.
Et par exemple, hier, j'étais à la réunion sur le traité de l'Antarctique. On m'a demandé de parler climat et Antarctique. Mais on ne peut pas parler climat et Antarctique sans parler du risque, par exemple, de perte irréversible d'espèces uniques, notamment de la banquise pour pas mal de choses. Voilà, donc on ne peut pas parler de l'un et des risques sans parler de l'autre. Et quand les représentants des pays m'ont demandé, en dehors de ce que j'avais présenté, parce que j'avais pas fait de recommandations, c'était pas le but, j'avais fait un état des lieux, ils m'ont demandé quelles étaient les 2 priorités que je suggérais, et j'ai suggéré les aires marines protégées par rapport aux enjeux justement des sources d'alimentation pour les animaux de la côte antarctique qui sont en concurrence avec des activités de pêche. Donc là, c'est bénéfique, c'est local. Et le deuxième volet, c'est être transparent sur les émissions de gaz à effet de serre associées aux activités en Antarctique et décarboner ces activités. Donc j'ai essayé d'équilibrer les deux. Toujours dans l'équilibre. Allez, je vous reprends une dernière question. C'est vraiment la dernière, parce que sinon... J'ai une question. Ouais. Merci, c'est très inspirant et je trouve que le discours il est assez concret, visible et nous on est là pour faire des choses concrètes. Donc tout à l'heure vous avez dit qu'au Royaume-Uni, je crois qu'ils ont réussi à rendre par rapport au sol à rendre acteurs les personnes qui construisaient ou En tout cas, l'information au public, ouais. Je voudrais voir qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement. Je suis comme un agriculteur là. Moi, ça m'intéresse. Ils ont fait quoi? Vous savez? alors je vois qu'il y a des choses sur le type d'arbres à ne pas planter à proximité des maisons parce que les arbres en pompant l'eau dans le sous-sol peuvent favoriser des mouvements plus prononcés. Et après, il y avait le fait de, le BRGN aussi en France travaille là-dessus, le fait d'avoir stocké dans un eau de pluie toutefois, et avec des systèmes de micro-irrigation sur de la terre autour de la maison, et essayer de garder un degré constant d'humidité, par exemple. Donc il y a des solutions assez légères de ce type-là. C'est top, c'est justement ça qu'on cherche aujourd'hui dans les solutions, c'est des comment on donne à des grands publics des choses très concrètes. Et par contre, là, il faut s'appuyer vraiment sur les connaissances. Et Bien sûr, mais connaître il va faire un point suivant que tout peut être résolu dans tous les contextes par ça. Voilà. Je voulais juste préciser. on peut encore déborder au niveau du temps, donc on peut prendre d'autres questions si vous avez. L'équipe m'a indiqué que vous avez très bien avancé ce matin, donc Bravo. on profitera de la présence Valérie avec nous. Oui. C'est pendant que le micro avance. Je voulais juste préciser que, par exemple, pour le rapport sur la partie physique du climat du GIEC, on a essayé de mettre en place les pratiques sciences ouvertes, données ouvertes. Donc, on avait mis en place un atlas interactif avec les données disponibles. Les données des figures du résumé pour décideurs, elles sont aussi accessibles. Et notre idée, c'était aussi d'inspirer d'autres personnes qui auront d'autres angles, d'autres manières de mobiliser ces informations. Elles sont pas forcément pertinentes à toute petite échelle localement. En tout cas, c'est des choses données évaluées, robustes, en fait, rigoureux. Et l'idée, c'était aussi de les rendre largement accessibles. J'ai oublié de le dire, mais pour nous, c'était important aussi. Déjà, un gros merci pour votre présence ici et votre sagesse qui toujours m'impressionne. Je voulais vous demander, en tant que citoyenne, est-ce que vous pensez qu'on peut tenir les 2 degrés qu'une économie de guerre, entre guillemets? Alors, je vais le prendre dans l'autre sens. 2015, au début de ce cycle, accord de Paris sur le climat, objectif de développement durable, accord de Sendai pour les risques de catastrophe, réflexion au niveau de l'ONU sur l'évolution de l'urbanisation, habitat, plutôt un cadre de collaboration, de partenariat. Vous voyez peut-être la question de la soutenabilité, elle était très forte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pandémie et économie de guerre de pandémie, parce que c'est un peu ça. Exacerber les vulnérabilités, en créant d'ailleurs une crise de la dette dans beaucoup de pays du Sud. Et puis, invasion de l'Ukraine, avec aussi, en fait, des actions qui sont de type économie de guerre, des arbitrages vers la défense, par exemple, et des situations de tension sur l'approvisionnement agricole du fait de la guerre. Donc, on voit bien, en fait, qu'il y a eu en permanence des crises et des chocs qui ont amené de nouvelles urgences et qui ont fragilisé le fait d'arriver à tenir le cap dans le temps long pour l'action pour le climat. Moi, je le prends dans l'autre sens, c'est-à-dire l'action pour le climat, comment la penser pour qu'elle soit résiliente à tous les types de crises, de surprises, de chocs qui vont se produire, et faire en sorte que on les anticipe et le cap qui est défini, il soit tenable, même si on a ce type de choc et de crise. Voilà, c'est comme ça que je le prendrais. Ensuite, j'aime pas tellement dans le vocabulaire guerrier, personnellement.
Justement, hier, j'étais sur la réunion du traité de l'Antarctique, terme de pays de sciences, même si les tensions, le multilatéralisme fonctionne très mal en ce moment. Donc les tensions sont croissantes partout. Et je pense qu'on a aussi besoin de revendiquer des valeurs qui sont celles du dialogue, de la réflexion, du choix le mieux adapté à un contexte donné, délibération de ce que l'on veut mettre en place, les différentes régions du monde. Parce qu'on a plutôt parlé des exemples pour la France, mais bon, si vous faites des choses francophones, pensez aux autres régions francophones, c'est bien, en fait. Le côté aussi, en fait, comment dire, constructif, qui s'appuie sur l'empathie et pas uniquement sur les mêmes valeurs que celles véhiculées par l'imaginaire gagné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais pour moi, c'est vraiment des priorités fortes. La question, c'est celle des priorités fortes. Et c'est pas forcément une économie de guerre. C'est une économie qui se transforme. Mais c'est pas la même chose qu'une économie de guerre. Parce que la question, c'est la vision sur le long terme. Et c'est pas une victoire ponctuelle. Moi, j'ai une question. Ils vont continuer à travailler cet après-midi et demain. Quels conseils pourriez leur donner? Soyez créatifs.